Bonjour, alors tout d'abord j'espère que vous avez passé de très agréables fêtes de fin d'année. Pour ma part, je me suis régalé, je pense que ma voix est encore témoin des événements. J'ai passé la soirée du Nouvel An avec des amis du lycée que je vois régulièrement, avec qui je m'entends très bien. Donc la soirée bat son plein, on échange, on partage, on rigole, et comme il est de coutume en général à cette période de l'année, on arrose tout ça plus ou moins abondamment. Mention légale, je rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. Mais Geoffrey, là tu fais quoi? C'est le reportage. Non mais c'est bon, je pense qu'on voit bien ton taux d'alcoolémie. C'est parfait. Quoi? D'où tu vois mon Il est affiché en haut de l'écran actuellement, voilà. Alors il faut savoir que je suis quelqu'un de très raisonnable, je bois qu'en de très rares occasions et avec parcimonie, si bien que mon entourage n'a pas l'habitude de me voir dans un état si jovial et commence gentiment à me titiller sur mon état. On entendra beaucoup plus le taux d'alcoolémie d'Angelo que l'on verra. Mais non, mais ça c'est parce que le micro il est frontal et pas là. Il prend cher, mais je comprends pas pourquoi. Je vais répéter. Je pense qu'on entendra plus le taux d'alcool. Mais refile-la. Je parle pas encore comme un mec bourré, je suis pas genre alors venez. Blessé dans mon ego d'homme éméché, je veux leur prouver à tout prix que je suis encore capable de tenir des propos cohérents et d'un niveau tout à fait correct, s'il vous plaît. Non mais excuse-moi, j'ai encore un vocabulaire développé. Je peux te parler de mathématiques si tu veux. Tu veux que je te parle de mathématiques? Avec Lanzat. Je vais te parler de Lanzat. mathématiques mon gars. Lanzatz. A-N-S-A-T-Z, bim bim bim, motus, je tire pas la boule noire, je m'en fous moi mon gars. Ah c'est vachement mathématique tout ça hein. J'ai donc l'idée merveilleuse de vouloir parler de mathématiques pour montrer à quel point je maîtrise la situation. Tu connais Pi? Pi, oui, parlons-en. Pi est un nombre transcendant, on est d'accord? Donc déjà, Pi c'est un nombre qui n'existe pas, tout comme racine de 2, mais il existe encore moins que racine de 2. Mais si, il existe du coup. Non mais ça c'est des conneries. Non mais parle. Le gars il renie la réalité. Non mais Tu vois un rond. Mais c'est pas un rond en Mais fait. C'est à cet instant, mesdames et messieurs, que débute un débat d'exception. Deux des plus grands esprits de leur génération, deux prodiges dont la maîtrise et l'éloquence ne sont plus à démontrer, décident de s'affronter dans un débat rhétorique et dialectique pour répondre à l'une des questions les plus fondamentales de l'histoire de l'humanité. Est-ce que le nombre racine de 2 existe réellement? Très bon spectacle. Non mais les nombres qui sont réels, c'est le nombre qui s'arrête, tu vois. Je veux dire, les nombres que tu utilises dans la Mais du coup c'est pas un nombre réel. toi, en tant qu'ingénieur, où tu conduis des voitures qui sont bien, c'est top. Non, mais les vrais nombres qui existent, c'est le nombre où la virgule s'arrête, tu vois. Et les nombres où la virgule ne s'arrête pas, et on peut pas exprimer ça en termes d'un nombre fini, une suite de nombres finis, c'est le nombre transcendant, et ça n'existe pas. Non, pas le nombre transcendant, pardon. Mais non. C'est le nombre irrationnel, et ça n'existe pas. Par exemple, racine de 2, bon bah c'est un concept inventé par des gens qui veulent avoir une diagonale bien définie pour un triangle de longueur 1-1, tu vois. Mais en vrai ça n'existe pas, c'est juste Non, mais non. une expérience Alors, de pensée. Oui, c'est vrai qu'en tant qu'ingénieur, on n'utilise pas ce genre de nom parce que ça sert à rien, parce que ça n'avance rien. Néanmoins, on a quand même des imprécisions. De fait qu'on n'utilise pas ce genre de nom. Oui, Bah du coup, ça amène des erreurs, ça amène à conduire les statistiques industrielles. l'existence du nombre il est dans Non mais c'est pour ça qu'on a créé des statistiques industrielles, des statistiques globales, pour justement définir ce genre de problème. Oui, je suis d'accord. Pour ainsi Ce que je veux dire, c'est que quel que soit le degré de précision avec lequel tu fais ton expérience, il y aura toujours des imprécisions. Oui, forcément. Le nombre n'existe pas au sens où tu peux pas avoir un truc infiniment précis. Mais est-ce qu'on n'a pas des imprécisions parce qu'on n'est pas capable de calculer actuellement, ou est-ce qu'on a des précisions parce que c'est jamais impossible Non de mais c'est calculer? jamais parce que l'infinité des nombres de racines de 2 ça continue. Mais à quel moment? Mais c'est aussi à travers les statistiques. Vous voulez pas utiliser la roue pour vous départager? Mais non mais ça n'a pas de rapport. Mais vraiment, c'est pas un mec qui met le résultat. C'est n'importe quoi. Parce qu'il aurait vu un petit peu, il aurait dit Voilà. bourré. On a l'impression d'être bolos. Qui met un. Bon, je vais quand même revenir sur ce que je raconte ici pour injecter un peu de pédagogie dans ce débat, parce qu'au-delà de juste un délire de mec un peu pompette, il y a un fond de vérité derrière mes arguments. Ce sont les Grecs qui ont percé à jour l'existence de quantités comme racine de 2 et potentiellement les Babyloniens avant eux, mais tout ça c'est un peu difficile à situer. En tout cas on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est un nombre vraiment, concrètement? Alors évidemment ceux dont on dispose originellement ce sont les nombres entiers,
qui sont très naturels, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et puis une fois qu'on a nommé tous ces nombres entiers, l'intérêt c'est immédiatement de faire de l'arithmétique, c'est-à-dire des calculs élémentaires à partir de ces nombres. Donc on définit les opérations usuelles que sont l'addition et la multiplication. L'addition ou la multiplication de deux nombres entiers donne toujours un nombre entier, donc jusque là on n'a aucun problème. Maintenant, une autre opération qu'on peut être amené à faire assez vite, c'est évidemment la division. Le problème étant que une division de deux nombres entiers ne va pas toujours donner systématiquement un nombre entier. Combien de fois je peux compter 2 dans 6? 3 fois, donc 6 divisé par 2 égale 3, et je tombe sur un nombre entier. Par contre, combien de fois je peux tomber 2 dans 5? Bah 2 fois et un peu plus, d'accord? Ça c'est la division euclidienne. Et donc 5 divisé par 2, en fait, c'est 2,5. On est amené à définir des nombres qui ne sont plus des nombres entiers, mais des fractions, c'est-à-dire des petites parties d'un nombre entier. On appelle ces fractions les nombres rationnels, puisqu'ils sont définis comme des ratios de deux nombres entiers. Ces rationnels, qui sont donc représentés comme le quotient de deux nombres entiers, on peut raisonnablement considérer que c'est encore des nombres. Et d'ailleurs, pour se les représenter, il est possible d'écrire leur développement décimal, c'est-à-dire les écrire comme un nombre à virgule, quoi. Et dans ce cas-là, de deux choses l'une, soit le développement décimal s'arrête, c'est-à-dire qu'il y a un nombre fini de chiffres après la virgule, c'est le cas de 5 demi, 2,5, de 1 demi qui est 0,5, ou de 189 sur 28 qui est 6,75. Soit le développement décimal ne s'arrête pas, mais dans ce cas-là, il est périodique à partir d'un moment, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va retrouver une même séquence de chiffres qui se répète indéfiniment. C'est le cas par exemple de 1 tiers, 0,33333333, de 5 neuvièmes, 0,555555, ou encore de 4 septièmes, 0,571428, 571428, 571428, etc. Dans tous les cas, on peut résumer l'information contenue dans ce nombre avec une suite finie de chiffres. D'accord? Dans le cas de 4 septièmes, je peux dire que c'est 0,571428 et tu répètes cette séquence indéfiniment. Je peux décrire intégralement le nombre avec des mots. L'information contenue dans le nombre peut être condensée, compressée, comme un fichier zip, en une quantité finie. Ça montre quelque part que les rationnels sont accessibles par l'homme, ce sont des quantités à taille humaine, quoi. Donc avec ces fractions, on pouvait faire addition, soustraction, multiplication, division, et tout allait bien dans le meilleur des mondes pour les Grecs, jusqu'à ce que on décide d'appliquer l'arithmétique pour faire des calculs en géométrie. Donc c'est-à-dire calculer des longueurs, des aires, des volumes pour certaines formes. On découvre alors que si on décide de former un triangle rectangle isocèle avec des côtés de longueur 1, d'accord, qui est une longueur qu'on maîtrise très bien, hein. On peut difficilement faire plus simple en termes de nombre, eh bien la longueur de l'hypoténuse, que j'appelle x, grâce au fameux théorème de Pythagore que tu as appris en 6ème, elle doit satisfaire l'équation x carré égale 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire x au carré égale 2. La longueur de l'hypoténuse de notre triangle est donc un nombre dont le carré vaut 2, ce qu'on appellerait nous communément la racine de 2. Or, ce simple fait provoque un bouleversement énorme dans la conception des mathématiques et de la réalité. En effet, jusqu'alors, tous les nombres qu'on considérait étaient des nombres rationnels, c'est-à-dire des fractions de deux nombres entiers. Or, il est très facile de se rendre compte qu'une fraction ne vérifiera jamais l'équation x au carré égale 2. Ok, donc faisons-le tranquillement. Supposons que j'ai x au carré égale à 2, avec x une fraction, donc je vais écrire x égale p sur q, d'accord? Donc p et q, ce sont deux entiers, et je peux toujours supposer que ces entiers sont sans facteur commun. D'accord? C'est-à-dire que j'ai une fraction sous forme réduite. Donc ça c'est ce qu'on fait depuis toujours, hein, quand on vous donne un exercice en 6ème, par exemple je vous dis réduire la fraction 8 douzièmes, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que 8 c'est 4 fois 2, et 12 c'est 4 fois 3, d'accord? Donc là, 8 et 12 ont un facteur commun, c'est 4, d'accord? Donc en l'écrivant comme ça, je peux simplifier par 4, et dire que finalement, 8 douzièmes c'est 2 tiers, et là ma fraction elle est sous forme réduite parce que 2 et 3 n'ont aucun facteur en commun, d'accord? Donc autrement dit, n'importe quelle fraction, je peux toujours l'écrire p sur q, et quitte à faire des réductions de cet ordre-là, je peux toujours supposer que p et q, ce sont deux entiers qui n'ont aucun facteur en commun. Ok, donc maintenant, écrivons ce qu'on sait, c'est-à-dire x au carré égale 2. Avec mon expression pour x, ça s'écrit p au carré sur q au carré égale 2. Autrement dit, ça s'écrit également p au carré égale 2q au carré en faisant passer le q au carré de l'autre côté. Maintenant ce que je remarque c'est que ici je travaille avec des entiers et puis j'ai p au carré qui est égal à 2 fois quelque chose, d'accord? Donc ce que j'ai écrit ici c'est que p au carré est pair. C'est un entier pair. Or pour que p au carré soit pair, il faut nécessairement que p lui-même soit pair. Pourquoi? Parce que si p était impair, p au carré serait impair. Donc vous regardez par exemple 3 au carré, c'est 9, c'est impair, 5 au carré, c'est 25, c'est impair, etc. De manière générale, le produit de deux nombres impairs donne un nombre impair. Si p était impair, p au carré serait lui-même impair. Or là, comme je sais que p au carré est pair, il faut nécessairement que p lui-même soit pair. Donc ici, p est pair. Très bien, donc si p est pair, c'est que p égale 2 fois quelque chose. P égale 2k. D'accord? Avec k, un entier. Bon, très bien. Alors maintenant que j'ai écrit p égale 2k, je vais revenir à mon équation qui était ici. C'était p au carré égale 2q au carré. Maintenant, je remplace p par 2k. Donc j'ai 2k au carré égale 2q au carré. Ça va me donner 4k au carré
égale 2q au carré. Et maintenant là-dedans, je vais diviser par 2 de part et d'autre pour obtenir 2k au carré égale q au carré. Et maintenant de nouveau, qu'est-ce que je constate? Je constate que q au carré égale 2 fois quelque chose. Q au carré est pair. Donc exactement par le même raisonnement qu'on a eu avec p au carré, si q au carré est pair, il faut que q soit nécessairement pair. Donc q est lui-même pair. Bon alors quelle est la conclusion de notre petite étude ici? J'ai montré que p et q sont tous les deux pairs. Or, on avait pris à la base p et q de sorte à ce qu'il n'ait pas de facteur commun. Et dire que p et q sont pairs, c'est exactement dire qu'ils sont tous les deux divisés par 2, donc que 2 est un facteur commun. On a donc abouti à une absurdité. On a montré que avoir l'équation x au carré égale 2, où x est une fraction du type p sur q, c'est impossible. Et donc la racine carrée de 2, c'est-à-dire une solution de cette équation, ne peut pas être une fraction. Donc bon, sacré choc pour l'équipe des Grecs, mais comme on veut quand même pouvoir définir la longueur de l'hypoténuse de notre triangle rectangle tout simple, bah il faut bien convenir que une quantité comme racine de 2 existe bel et bien. Racine de 2 existe, seulement ce n'est pas une fraction, c'est un nombre irrationnel. On ne pourra jamais l'exprimer comme une fraction. En revanche, c'est une limite de fraction, c'est-à-dire que il est possible de construire des fractions aussi proches que l'on veut de racine de 2, mais qui n'atteindront jamais la valeur réelle de racine de 2. Une autre façon de voir les choses, c'est que je peux calculer petit à petit le développement décimal de racine de 2, c'est-à-dire l'écrire sous forme de chiffres à virgule, et ajouter petit à petit toute la séquence de chiffres qui composent son développement. 1,4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7, 3, 0, 9, 5, etc. etc. Donc je peux poursuivre ce développement décimal approché avec une erreur de plus en plus petite, mais je peux faire ça pendant un bail parce que ce développement ne s'arrête pas et contrairement au rationnel, il n'admet aucune périodicité. Donc je pourrais pas trouver, même au bout d'un temps très long, une séquence de nombres qui se répète indéfiniment. Parce que racine de 2 est irrationnelle, il est impossible de compresser l'information contenue dans le nombre en une quantité finie et donc on ne pourra jamais le décrire infiniment précisément avec des mots. Et en cela, c'est une quantité qui dépasse l'échelle humaine. C'est quelque chose qu'on pourra approcher indéfiniment sans jamais saisir réellement. Et donc c'est à mon sens plutôt une complétion, une limite de nombre qui est bien définie en tant que concept mathématique, plutôt qu'un nombre réellement. Après chacun son point de vue sur ce qu'est un nombre, c'est pour ça qu'il y a débat. C'est pas le mec qui met le résultat. Et bien sûr je parle de racine de 2 pour l'exemple, mais il est loin d'être seul dans son cas, cette histoire de développement décimal infini sans répétition, c'est valable pour n'importe quel nombre irrationnel, et Dieu sait qu'il y en a un paquet. Des nombres irrationnels, il y en a bien plus que des nombres rationnels, c'est-à-dire que si on devait dessiner la droite réelle qui contient tous les nombres réels, c'est-à-dire qui contient à la fois les nombres rationnels et irrationnels, si on dessinait cette droite réelle en désignant les rationnels avec des points rouges et les irrationnels avec des points bleus, ce qui évidemment est impossible, d'accord, et ben on verrait la droite toute bleue. Nos braves petits rationnels, nos nombres à échelle humaine, sont complètement écrasés par leur complétion, par la quantité gigantesque de ces nombres limites incommensurables qu'on ne fait qu'approcher et qu'on ne pourra jamais saisir complètement. Voilà, sur ce, j'ai rempli mon quota de pédagogie, donc je vous laisse avec la suite de ce débat éméché qui part de plus en plus à la dérive. Racine de 2, c'est juste la solution de x carré égale 2. En termes réels dans le monde, tu ne mesureras jamais une distance qui fera racine de 2. Tu ne mesureras jamais. Mais avec la longueur de Planck, par définition, t'as des décimales qui s'arrêtent. Si t'as la plus petite mesure, elle existe, Je l'ai monté. alors t'as forcément un nombre fini. Mais il faut le faire décimal. chauffer apparemment. C'est pas sûr. La longueur de Planck sert juste à la base de la mécanique J'ai quantique. mal à l'épaule. Elle sert juste parce que la mécanique quantique, il y a des choses qu'on savait pas résoudre et qu'à base de la Ils s'en longueur foutent, hein. de Planck, on savait pas comment résoudre. Et du coup, on s'est dit, bon ben on va utiliser ça et ça et ça. Ils sont pas dans leur Et à la fin, corps. c'est tout. Mais la racine de 2, je sert à rien pense d'être en qu'on leur peut corps, hein. potentiellement le mesurer. Non. C'est juste que c'est tellement ultra précis qu'on pourra jamais le faire. Oui, c'est ça, mais voilà. Mais ça existe. Ça filme encore ou pas? Les nombres transcendants, les amis, Oui, c'est un bordel Il là. en veut. Parce que c'est même pas des racines de polynômes à coefficient rationnel. Donc à partir de là, ta mère. Hein. Parce que pour le moment, on n'y arrive pas, mais avec des T'as mal à l'épaule. Mais Ouais. ça ne change rien. Imaginons qu'on Ça veut dire quoi, arriverait ça à calculer C'est un l'arnaque. nombre infini d'itérations à partir d'un ordinateur. Oui, mais il faudrait le laisser tourner pendant un temps infini. Tu fais pas Tu un veux truc que infini je force pendant le un temps chauffage? Pourquoi pas? Pourquoi ce serait pas possible? Oui, oui, mais si tu prends la plus petite unité de temps et la plus petite unité de distance, tu prends. Pour moi, le fait qu'il y ait une distance de Planck qui est la plus petite distance possible, c'est un indicateur du fait qu'on vit dans un monde fini et quoi qu'il arrive, C'est pour ça qu'ils ont réussi à réussir à déterminer le boson de Higgs.
ça veut expliquer ça. Parce que ça veut dire qu'ils sont réussi à retourner du plus petit au plus petit. Ouais. Les quarks, en fait, ça correspond comme s'il y avait des ressorts entre les quarks qui bougeaient entre eux. Et à chaque fois qu'ils bougent. Non, mais en gros, c'est ça en fait. Ça crée des énergies. Et ces énergies-là créent, entre guillemets, l'énergie nécessaire à l'atome. L'atome de fromage. J'ai rajouté un peu d'humour dans ce débat parce qu'on s'ennuie, on se fait chier là, clairement. On s'emmerde. C'est mignon. Et donc en fait, la question c'est que le boson de X, il en était comme ça. C'est parce qu'il y avait un champ de X qui en était d'abord avec l'énergie qui était. Vraiment ce truc, moi je croyais que c'était inventé dans The Big Bang Theory. Mais non, on l'a trouvé non. le boson. Mais Bah, tais-toi. Le boson de Une X, série en science, c'est un le boson de X, on l'a trouvé grâce au champ de X. Mais c'est quoi un champ? Ah, mais tais-toi. Silence, inculte. Un champ, c'est une fonction de RD dans RD. Mais humainement, C'est une fonction mesurable de RD dans RD. Voilà. Mais voilà, mathématiquement c'est ça, c'est une fonction mesurable dans la RD dans la RD. En réel, c'est genre, t'as En un champ réel. que tu ne vois pas. Alors le mec trivialise complètement ma science. Les mathématiques, on s'en bat les steaks. Oui, mais Tout parce ce qu'on que veut, c'est construire des voitures. Mais ça fait je longtemps construis ou pas des pas voitures. Ah, si. Mais non, je les Tu conduis. conduis des voitures, mais c'est encore pire. Mais oui. Le mec a un diplôme d'ingénieur, il conduit des voitures stylées partout en Europe. Alors on va tester la BM aujourd'hui avec Jackie. Automoto. Auto. Hey. Je pense qu'on peut arrêter la vidéo parce que Vincent, le débat scientifique est terminé. Actuellement, on se fait agresser par des capuchons de bière. Et si on parlait Angelo. du mouvement linéaire parce de que toi quelque t'es chose dans l'air. fonctionnaire et... En gros, pour moi je le vois comme ça. T'as l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Oui, oui, oui. En gros, t'as l'énergie cinétique, c'est en horizontal et l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, c'est en vertical. Tu veux petit blanc ou tu veux. Non, c'est bien. Pi n'existe pas, je suis mathématicien alors je sais de quoi je parle. Il a la Greg, il a raison. Allez, bonsoir. Bonsoir. à tous. Bonne année 2018. On peut avoir un bonne année s'il vous plaît. Bonne année. Merci. Bonne année!